Aujourd'hui, je voulais parler de la direction que prend l'industrie du gaming, parce que, comme vous le savez, l'une de mes grosses passions, c'est le gaming, c'est tout ce qui tourne un peu autour. Et c'est vrai que ces derniers temps, ces dernières années, l'accélération du gaming, enfin, disons que le secteur du jeu vidéo a connu énormément de changements. Je remise un peu dans le contexte, moi je suis né en 2003, je suis un joueur moyen, je suis pas un joueur hardcore complétionniste à fond et qui connaît l'intégralité de l'œuvre vidéoludique, mais j'ai commencé sur DS, puis après je suis passé sur Wii, puis après je suis passé sur PS4, et après principalement PC où j'ai fait pas mal de jeux vidéo. Pour le coup, je joue très régulièrement, à plusieurs dizaines d'heures par semaine. Donc, et autant sur des jeux histoire type open world, RPG, etc., que des jeux plus compétitifs, entre amis ou seuls. Et je voulais parler un peu de la direction que prenait l'industrie du gaming depuis 2020. Enfin, en fait, non, c'est pas vraiment 2020. Je pense qu'on peut différencier 2021, 2022, pré-2022 et post-2022. Enfin, même s'il y a un tournant en 2021, en 2020, excusez-moi, avec le Covid. Euh, c'est vrai que le gaming et son industrie, ses plus grosses entreprises a énormément changé et ça va continuer de changer encore cette année avec un nouveau step, avec la sortie de GTA 6 qui va, à mon sens, je sais pas si le jeu va révolutionner l'industrie du jeu vidéo. C'est sûr que c'est un grand événement. Je trouve moi personnellement, de mon point de vue, si on fait une parenthèse sur GTA 6, que la hype est peut-être un peu descendue au fur et à mesure d'annonces et de reports. Mais en même temps, on savait à quoi s'attendre. C'est-à-dire que voilà, j'ai connu GTA 5, j'ai poncé Red Dead Redemption 2 qui reste mon jeu favori à l'heure actuelle. Et on savait, Red Dead Redemption 2, la première bande-annonce doit être de 2016. Alors attendez, je vais regarder directement sur internet. Le premier trailer RDR2. Alors, même si premier trailer, c'est pas la première annonce. Premier trailer, il y a 9 ans. Donc, il y a 9 ans, il me semble qu'on est en 2016. 20 octobre 2016, ok. Trailer RDR2 3. Le dernier trailer, official trailer 8, parce que je crois qu'il n'y en a eu que 3. C'est il y a 8 ans, 2018. 2 mai 2018, et le jeu, il me semble, qui sort en octobre 2018. Sortie RDR2, 26 octobre 2018, ouais, donc c'est ça, ok. 26 octobre 2018. Donc entre le moment où il a annoncé, c'est-à-dire, putain, j'ai oublié la date, 20 octobre 2016, enfin il ne sait même pas, genre, demander quand est-ce qu'il a été annoncé, parce que s'il y a une différence entre le premier trailer, je vais mettre quand a été annoncé RDR2, il sort le 20 octobre 2018. Enfin, octobre 2018. Et il est annoncé le 18 octobre 2016. Et le premier trailer sort 2 jours après. Le 20 octobre 2016. Donc il y a 2 ans. 2 ans. Nous, le premier trailer de GTA, c'est le 5 décembre 2023, si mes souvenirs sont bons. Et il sort pas avant 2026, donc il est repoussé comme RDR2 en fait, il est repoussé, et donc en fait, globalement on doit s'attendre à peu près la même chose, on devait s'attendre à peu près la même chose, et moi, quand je vois le premier trailer de RDR2, de GTA 6, qui annonce à la fin Coming 2025, donc arrive en 2025, ça me surprend personnellement pas du tout. Mais je comprends aussi que pour la majorité des joueurs, sachant que le trailer il sort en 2023, t'es censé attendre 2 ans, puis en réalité 3 ans. Puis le truc c'est surtout que GTA 5 est sorti en 2013, donc c'est 13 ans d'attente entre les deux opus, et entre 2018 et 2025, puis 2026 en fait, donc c'est 8 ans d'attente entre deux jeux Rockstar. Donc en somme, je pense que la hype s'est un peu perdue. Et honnêtement, moi, j'ai pas pris de décision. J'ai pas pris de décision parce que j'ai un ordinateur,
j'ai un PC sur lequel je fais tourner l'intégralité de mes jeux et je ne compte pas acheter de PlayStation 5 parce que même si aujourd'hui Sony a fait machine arrière et peut-être qu'on en reparlera pour ces jeux qu'ils ne diffuseront à partir de ce moment-là, de maintenant plus sur PC, aujourd'hui l'intégralité des jeux sur PlayStation, des exclus PlayStation, que ce soit God of War, Spider-Man, Horizon Zero Dawn, enfin les Horizons, toutes ces exclus PlayStation étaient sur PC. Et puis après, les exclus Xbox, c'est pareil, elles sont... Enfin, maintenant, Xbox et Microsoft, donc tout est disponible sur ordinateur, que ce soit les Halo, que ce soit le Forza, etc. Donc, en fait, aujourd'hui, la question à se poser, c'est quel est l'intérêt d'acheter une console. Effectivement, avoir une PS5, c'est quelque chose que j'aimerais bien, parce que le confort de jouer sur une grande télé pour un jeu qui est enfin il y a des jeux qui sont faits pour ça, je pense notamment au Spider-Man, enfin des jeux plus cinématiques. Bon, c'est toujours plus agréable de jouer sur une grande télé OLED. En fait, le confort de jeu il est différent que de jouer face à un ordinateur, ça c'est sûr. Pour les jeux compétitifs, il n'y a rien de mieux qu'un ordinateur, mais aujourd'hui avec l'ordinateur que j'ai qui peut faire tourner l'intégralité des jeux, enfin quasiment l'intégralité des jeux qui sortent en ultra, j'ai 2 écrans, enfin j'ai mon setup, en somme j'ai pas besoin d'une console supplémentaire. Maintenant la question elle se pose pour GTA 6, de se dire, bon est-ce que je suis capable d'attendre 1 an, voire 1 an et demi supplémentaire pour attendre que GTA 6 soit disponible sur ordinateur. Honnêtement j'en sais rien, donc j'ai pas pris ma décision, je sais pas si j'achèterai une PlayStation, parce que mon choix se tournera forcément vers PlayStation. Mais le problème c'est que c'est un investissement, et puis le problème c'est que la PS6 va aussi montrer le bout de son nez dans les années à venir. Et quid de la question de... en fait c'est marrant parce que le débat du gaming et de l'industrie du gaming rejoint énormément Sony ces dernières années. Enfin ces derniers temps. Ces dernières années, en fait... ça a été un environnement qui a évolué extrêmement vite. On l'a connu, un essor en 2020 de fou malade avec je sais pas combien d'embauches, des annonces à répétition. On nous disait oui, ça va faire ça. Et puis en fait, en préquel, Fortnite, on peut dire que Epic Games, mais Fortnite avait largement posé les bases de ce qui allait devenir une industrie extrêmement rapide, extrêmement... puissante, parce que Fortnite ça a été le jeu qui a rendu un peu je vais pas dire le jeu vidéo mondial, mais ça a été un tel phénomène de société, outre que des jeux qui sont pourtant plus vendus comme Minecraft, comme GTA. Fortnite ça a été le raz-de-marée, qu'on y ait joué ou pas, qu'on ait accroché ou pas. Fortnite ça a été le raz-de-marée, ça a été je peux pas dire le début des compétitions dans les stades, mais ça a été parce que en Corée on le sait, les jeux vidéo étaient déjà même affichés à la télé, mais ça a fait une telle jonction. Je me souviens les événements qui étaient organisés par Fortnite, même le fait d'ouvrir YouTube à une certaine époque. Vous ouvriez YouTube en 2018, l'intégralité, enfin les 3/4 des jeux qui étaient proposés sur YouTube à cette époque, c'était Fortnite. Et aujourd'hui, énormément de youtubeurs qui se sont fait connaître grâce à Fortnite en France. Je parle des plus grands youtubeurs, je parle de... Michou, Inoxtag, on peut parler de Le Bouzeux et d'énormément de monde, même Gotaga, qu'on connaissait tous, enfin, qu'on connaissait pour la plupart de la communauté code avant. C'est des gens qui ont explosé grâce à Fortnite. Des concepts avec Dwagby, l'implémentation du stream récurrent, etc. C'est des gens, même Brooks, qui co-dirige Gentlemates avec Gotaga et Squeezie. C'est des gens qui auraient été là parce qu'ils étaient déjà là avant Fortnite, mais ils n'auraient pas eu la même prestance. Je pense que l'accélération du YouTube français ne se serait pas du tout fait de la même façon. Et on peut dire que Fortnite, outre l'aspect purement vidéoludique, l'aspect divertissement, a eu un impact énorme sur le monde de YouTube, du divertissement, du jeu vidéo aujourd'hui, et énormément de décisions sont découlées de Fortnite. Puis est venue la période 2020 avec le Covid, les gens qui jouaient beaucoup, énormément d'annonces, de
d'éditeurs, de studios, et puis est venu forcément, comme tout pic, la redescente. Et la redescente un peu douloureuse pour énormément d'acteurs du jeu vidéo, de gens qui travaillaient dedans, etc. Bon, le sujet est tellement gros et il y a plein de sujets dans les sujets. On peut reprocher au studio d'avoir vu trop gros, on peut reprocher au studio d'avoir malheureusement vu leur budget marketing triplé. On peut aussi reprocher au studio d'avoir été totalement déconnecté et d'être aujourd'hui bien déconnecté des joueurs. Je pense au scandale d'Ubisoft par rapport à Assassin's Creed Shadow, des entreprises qui se remettent pas du tout en question, mais même avant ça, en fait, quand EA sort de Battlefield 5 et dit aux joueurs, si le jeu il vous plaît pas, l'achetez pas. Je comprends aussi que ça passe mal auprès d'énormément de joueurs. Et c'est des studios qui se remettent pas forcément en question, qui s'enfoncent et qui en réalité... En fait, c'est toujours compliqué pour les joueurs qui sont souvent en ligne de faire la différence avec les joueurs qui sont qui jouent, enfin qui constituent la majorité du je vais pas dire du parc qui constituent la majorité des joueurs en somme. Parce que la majorité des joueurs, c'est pas des gens qui passent 15-20 heures par semaine, c'est des gens qui achètent 3, 4, 5 jeux vidéo par an grand maximum, qui jouent une fois de temps en temps dans la semaine, ils se prennent une soirée ou... Et même la majorité des jeux, quand on regarde les 4 jeux les plus précommandés aux États-Unis, on a en premier GTA 6, forcément l'édition Deluxe à 100 euros. Puis après on a NBA 2K, l'édition Deluxe à 150 euros. Puis après on a FIFA 26, l'édition Deluxe, encore une fois à 150 euros. Et le quatrième jeu le plus commandé, c'est Call of Duty Modern Warfare. Pourtant, dans ces 4 jeux, c'est les 3 jeux avec... Enfin, je vais pas dire que c'est les 3 jeux avec le plus de critiques, parce qu'en Europe, NBA 2K est pas hyper... mis en avant, mais en tout cas c'est des jeux où on critique beaucoup les gens qui jouent uniquement à FIFA et à Call of, mais malheureusement, enfin non, je vais pas dire malheureusement, mais malheureusement ou heureusement, c'est les gens qui constituent la majorité des joueurs aujourd'hui. Alors encore plus sur PlayStation, c'est encore différent, mais sur console, pas uniquement sur PlayStation. Et puis vient ça à s'ajouter tout un autre univers de Nintendo qu'on a tendance à mettre un peu de côté. J'ai mon chien derrière. C'est pour ça que je me retourne, il fait du bruit, il vient de se réveiller. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est complexe et qui est vaste. Et... En fait, on peut reprocher, parce que là je parlais précisément des studios de jeux vidéo, mais moi j'ai toujours été abonné à la presse papier. Enfin, ça fait très longtemps que je suis abonné à la presse papier pour... Andorre ? Tu fais quoi là ? Bah oui, petit loup. Je parle à mon chien en même temps. Ça fait très longtemps que je suis abonné à la presse papier et que je suis aussi l'actualité. J'y vais chaque mois avec la presse papier francophone sur tout un tas de sujets qui traitent du jeu vidéo. Je suis abonné à Jeux Vidéo Magazine, puis j'ai eu d'autres abonnements depuis pas mal d'années. Et c'est vrai que étant plus jeune, il y avait un événement que je suivais énormément qui est l'E3. L'E3, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelque chose qui se passait au Convention Center à Los Angeles, qui était un peu pendant il me semble que ça s'appelle la Summer Game Fest maintenant, qui était cette période mi-juin, juin, où en fait tous les éditeurs se retrouvaient au Convention Center à Los Angeles, c'était le plus gros salon du jeu vidéo mondial. Maintenant c'est devenu la Gamescom qui est restée en Allemagne, mais à l'époque c'était l'E3 comment ça s'appelle à Los Angeles. Et à une époque, alors là c'est pareil, hein, ça commence à dater, je pense que c'est au moins 2016, mais même avant, je suivais les vidéos d'Amixem et de Super, à l'époque c'était Super Connard, maintenant c'est Cyril MP4, détente à l'E3, vlog E3 2015, avec les vidéos d'Amixem, 2015 pour vous dire, et c'était un grand salon où les youtubeurs, les gens pouvaient venir tester des jeux vidéo, pouvaient venir jouer, pouvaient venir expérimenter. Là on voit un tournage dans le désert californien, c'est quand il faisait sa
sa vidéo avec Call of Duty. Et franchement, ok, je me souviens, ils avaient reconstitué Nuketown. Là-bas, ils jouaient au paintball. Enfin bon, bref. Je trouve que c'était un grand salon et ça permettait de lier les joueurs avec les annonceurs et les éditeurs, les sorties de jeux vidéo, et la majorité des annonces de jeux vidéo se faisaient là-bas, dans des grandes conférences. Ça a été le cas, l'une des dernières grandes conférences connues, c'est celle de Cyberpunk 2077, avec Keanu Reeves qui vient sur scène. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait quasiment plus, parce que, à part la soirée des Game Awards, et encore, c'est pas le cœur du sujet. Et il me semble qu'il y a la soirée de lancement du Summer Game Fest, peut-être que je me trompe, mais il y a une soirée, c'est sûr, où il y a pas mal d'annonces. Ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, chaque éditeur fait les choses dans son coin, avec une présentation. Alors, Sony a ses State of Play, Ubisoft, bon après tu me diras, Ubisoft ça fait longtemps qu'ils n'ont pas annoncé grand-chose et qu'ils n'ont pas fait d'événements, mais parce que la situation de l'entreprise est tellement catastrophique, enfin, est tendancieuse, pas catastrophique. Je pense qu'Ubisoft a encore une très très grande base de joueurs. Assassin's Creed Black Flag vient de ressortir il y a à peine quelques semaines avec quand même une très grosse base de joueurs. Je pense que l'entreprise, si elle prend les bons choix, si elle fait les bons choix et prend les bonnes décisions dans les années à venir, elle n'a pas grand chose à craindre. Maintenant, c'est vrai que avec les années, il y a eu beaucoup de bashing, beaucoup de problèmes, où je comprends l'insatisfaction de pas mal de joueurs aussi. Je suis personnellement un très grand fan d'Ubisoft parce que ils m'ont toujours donné les Assassin's Creed. Et même si je pense que le scénario prime dans un jeu est le meilleur argument de Red Dead 2. Enfin, je peux pas dire que le meilleur argument de Red Dead 2 c'est son scénario, parce que tout autour est magnifiquement bien construit. Et je pense notamment à l'open world qui renforce tellement l'authenticité du jeu. Mais je prends énormément de plaisir à vadrouiller dans les open world d'Ubisoft. Je suis tombé amoureux de l'Egypte avec Assassin's Creed Origins. J'ai testé Far Cry 6, que je me suis toujours promis que je ferais, parce que Yara a l'air d'être vraiment magnifique. J'ai pas dû jouer plus de 2-3 heures, mais je le ferai, c'est sûr, parce que ça me passionne. Et Watch Dogs 2 m'a donné envie de déménager à San Francisco, ce que je ferai un jour. C'est pour dire à quel point l'impact que peuvent avoir des jeux vidéo, je parle même pas de Assassin's Creed Origins, Odyssey avec la Grèce antique, je suis allé 4 fois en Grèce, franchement je trouve qu'Ubisoft a un vrai talent, et comme beaucoup de studios, et que malheureusement il est sous-exploité parfois, mais et puis j'espère de tout cœur que l'entreprise réussira à remonter la pente et saura prendre les bonnes décisions, tout simplement. Maintenant c'est sûr que aujourd'hui on est face à une industrie qui est extrêmement volatile, et qui surtout a le sentiment on a souvent le sentiment en tant que joueur de pas être écouté. Et le dernier exemple en date, voilà, je vous citais l'E3, je vous citais Ubisoft avec ses polémiques par rapport à Assassin's Creed Shadow, le fait des temples. Et puis en fait il y a tellement d'exemples, que ce soit les EA, les Call of Duty, où t'as l'impression, avec le système qui a été mis en place d'abord par le SBMM, puis en fait en se rendant compte au fur et à mesure des années que Call of Duty avait implémenté, quand même a été jusqu'à implémenter un système qui permettait, si on payait et on mettait de l'argent dans le jeu, de tomber sur des lobbies plus simples. Et c'est dire le scandale, en fait. Et voilà, en fait, on a surtout un sentiment que les joueurs sont de plus en plus déconnectés des décisions prises par les éditeurs, pas forcément les développeurs, mais aussi parfois les développeurs sont un peu parfois dans leur bulle. Et quand on les entend parler sur Twitter, des fois je pense qu'il y a une certaine prise de recul, il y a un certain énervement chez les joueurs qui n'est pas légitime, et ça c'est sûr. Puis il y a encore une fois plein d'exemples, je pense notamment à ce qui a été fait à The Last of Us 2, pareil pour Rockstar. Je pense que c'est déjà des entreprises qui sont et puis pareil
Enfin bref, il y a énormément d'exemples. Maintenant, il y a des décisions où les développeurs n'y sont pour rien. Moi, je pense notamment à Cyberpunk 2077, où bah, la chose est plus à reprocher aux actionnaires et aux personnes qui prennent les décisions. Et au final, Cyberpunk 77 est devenu un excellent jeu, mais c'est pas les actionnaires qui derrière ont fourni le travail. C'est principalement les développeurs. Maintenant, on me dira toujours que sans les actionnaires, les développeurs n'auront certainement pas les moyens de leurs ambitions. Mais ce qu'on peut reprocher aujourd'hui majoritairement en tant que joueur, c'est cette impression de déconnexion entre les joueurs et les prises de décision des éditeurs. Et on en a l'exemple avec Sony ces derniers temps, qui enchaîne catastrophe en catastrophe. Bon, déjà, Rockstar... en fait, je comprends pas la logique de Sony. C'est-à-dire que Rockstar est le premier à emboîter le pas. C'est-à-dire qu'on peut les féliciter sur le prix. Alors, il y avait énormément de spéculations sur le fait que GTA 6 en version normale coûterait 120 €, 100 €. C'est une décision que Rockstar n'a pas pris et qui est tout à son honneur, contrairement à ce qu'on pourrait reprocher à Nintendo. Je pense qu'on peut cracher sur la décision de Nintendo de mettre son jeu Mario Kart World à 90 €, ce qui est objectivement une honte et un irrespect du pouvoir d'achat des joueurs, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais on va dire que Rockstar a essuyé les plâtres en disant qu'il ne ferait pas de version disque. Et puis Sony a emboîté le pas en disant que elle arrêterait de toute façon sans décision, enfin sans concertation au préalable avec les joueurs, avec les syndicats, totalement la production de disques. En fait, moi je suis un joueur PC, donc en somme, ça fait des années que je joue intégralement en démat. Mais si j'avais la possibilité d'acheter, si j'avais une PS5, j'achèterais l'intégralité de mes jeux en disque. Et d'autant plus depuis qu'on sait que, depuis qu'il est bien précisé, et que tous les joueurs sont conscients qu'on n'achète plus un produit, on achète une licence d'utilisation. Ce qui est entièrement différent. Et ce qui fait que, en réalité, on loue un jeu à 80 balles. On loue un jeu à 90 balles. Et c'est pareil pour... c'est pareil pour Nintendo. Aujourd'hui, si vous achetez un jeu en dématérialisé et que vous faites bannir votre compte PlayStation, vous perdez votre compte PlayStation. Parce que maintenant, si pendant 3 ans, vous ne vous connectez pas à votre compte PlayStation, Sony vous enverra un mail. Et si dans les 6 mois, vous ne répondez pas à ce mail, ou vous ne vous connectez pas à ce compte PlayStation, votre compte PlayStation est supprimé avec l'intégralité des jeux que vous avez dessus. Moi, ma PlayStation, comme je vous ai dit, mon PC, je l'ai depuis un peu plus de 4 ans. Et j'ai pas beaucoup touché à ma Play depuis. Parce que j'ai tous les jeux sur mon PC. Et donc, il est facile pendant 3 ans, pendant une période de vie, pendant un déménagement, pendant un emménagement, pendant un nouveau travail, de pas toucher à son compte Sony pendant 3 ans. Et c'est totalement normal. Parce que vous avez sans doute des jeux sur votre PS2, sur votre PS1, où vous dites mais j'y ai pas touché depuis des années, des décennies, et c'est pareil pour ma DS. Mais si moi, dans 5, 10, 15, 20 ans, j'ai envie de lancer ma PS4, j'ai envie de lancer n'importe quel support numérique, et je me rends compte que parce que je me suis pas connecté au bout de 3 ans, l'intégralité de mes achats ont été supprimés, et je me dis mais c'est pas normal. Parce que encore moi ça va, j'ai acheté... peut-être en digital une dizaine de jeux et j'en ai une quinzaine en physique sur PlayStation 4. Mais maintenant, pour ceux qui n'ont acheté qu'en digital, et ça sera le futur, parce qu'en 2028 vous ne pourrez acheter qu'en digital, outre une question aussi de fixation des prix et qu'on peut critiquer, et d'un monopole de marché qu'on peut critiquer. Si dans 10 ans vous vous retrouvez à vouloir rejouer à votre PS5, et que vous ne êtes pas connecté depuis 4, 5, 6, 7, 8 ans, en fait vous avez tout perdu. Alors que vous avez acheté tous vos jeux en démat, et parce que de toute façon vous n'aviez pas le choix, parce que l'intégralité de vos jeux n'était vendue qu'en dématérialisé. Ce qui prouve profondément qu'il y a un problème. Sony le comprend, Sony le comprend pas. Sony s'étant largement engraissé, et il n'y a jamais eu de compréhension
vis-à-vis de pourquoi les jeux en dématérialisé étaient tout aussi chers que les jeux en physique, sachant qu'il n'y avait pas il y avait pas le coût de production de la boîte, le coût de production du CD, le coût de production du transport, de la mise en vente, de la marge faite par le magasin. Aujourd'hui, si Leclerc est capable de proposer GTA 6 à 60€, c'est parce qu'ils se font une marge suffisante sur le produit, qui est d'au moins 20€ théoriquement, parce que en France on n'a pas le droit de vendre à perte. Ce qui fait que si vous achetez sur un store en dématérialisé, Leclerc ne prend pas sa marge de 20€. Ce qui dit que les 20€ vont dans la poche de Sony. Et ça, c'est le but de Sony, que l'intégralité du marché soit disponible sur le store et uniquement sur le store. Alors on sait pas comment ça va évoluer, normalement c'est début 2028, forcément les jeux anciennement produits seront toujours disponibles à l'achat. On peut être pour le entièrement dématérialisé parce que ça a ses avantages, ça permet d'acheter un dimanche matin ou un jeudi soir à minuit n'importe quel jeu. Mais maintenant, ça a aussi ses désavantages. Avant-hier, Sony connaît une panne majeure pendant plus de 10 heures de l'intégralité de son service PlayStation Network. Vous aviez un jeu acheté en digital, vous ne pouviez pas le lancer. Pourquoi ? Parce que Sony n'était pas capable de vérifier la licence, si vous l'aviez acheté ou non. Et c'est pareil pour les jeux, sur Sony. Maintenant, tous les 15 jours, vous devez vous connecter à Internet, parce que sinon, Sony n'est pas capable de vérifier si la licence d'utilisation, le jeu que vous aviez, la licence est toujours active. Et face à ça, Sony fait l'autruche. Face au mécontentement ou aux besoins de discussion des joueurs, Sony fait l'autruche. Sony désactive les commentaires de ses posts Instagram, tout comme Rockstar. Sony arrête de poster alors que Sony postait 3 tweets par jour. Et ça contribue au fait que les joueurs ne se sentent pas écoutés, ne se sentent pas respectés par les éditeurs, par les constructeurs, par les développeurs. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant que joueur, on a le droit de... Enfin, on a surtout même le devoir de saisir des instances plus grandes. Et je trouve que le mouvement Stop Killing Games avec The Crew, le premier jeu sur PS4 que j'ai eu, est un mouvement qui est excellent. Il faut qu'on mette les moyens qu'on a à disposition à notre service, tout simplement. Parce que je pense qu'il y a derrière ça reste des entreprises. Et une entreprise ne cherche qu'à faire de l'argent. Ce qui est compréhensible pour faire fonctionner ces studios de façon pérenne et de produire et de surproduire. Mais maintenant, on sait aussi que ces entreprises, elles prennent des mauvaises décisions, elles font des mauvais choix et elles licencient à tour de bras, parfois sans trop de considération pour les acteurs du jeu vidéo. Et je pense que en tant que joueur, on a la responsabilité, si on s'insurge contre ça, de protester, d'utiliser les moyens qui sont à notre disposition pour essayer d'équilibrer la balance. Parce que si on le fait pas, si on prend pas ces décisions-là, personne ne le fera à notre place, en fait. On peut laisser les éditeurs, les constructeurs nous malmener comme on le souhaite. Non. Je pense qu'à partir du moment où on commence à protester, on commence à mettre des moyens en place pour lutter contre tout ça, ça s'équilibre un peu plus. Et ça s'est passé exactement comme ça par rapport à Nintendo, qui a pendant longtemps nié un défaut de ses manettes sur la Switch, et qui a été condamné par l'Union Européenne, parce qu'elle a menti, parce que l'entreprise a menti. Et je pense qu'il faut arrêter de défendre ses entreprises favorites en se disant que non, c'est pas possible, ils peuvent pas faire ça. Ça reste des entreprises. Maintenant, ils font de bonnes choses, ils font aussi de mauvaises choses. Il faut savoir saluer les bonnes choses, mais il faut aussi taper sur les doigts quand ça va pas. Même si, ce débat, c'est un peu un débat sans fin parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la majorité des joueurs n'achètent des consoles que pour jouer à FIFA, Call of et à Fortnite. Donc, c'est aussi à nous, en tant que joueurs un peu plus niche,
d'essayer de faire découvrir une... et encore, je me considère pas comme étant un joueur niche, mais aussi de mettre nos moyens à disposition pour essayer de convaincre une partie de la communauté, qui est d'ailleurs la majorité de la communauté gaming, de lutter avec nous, parce que ces entreprises sont exactement les mêmes. Après, je comprends aussi la critique de certains gamers qui disent oui, mais ces gens-là, ils achètent FIFA chaque année, ou ils achètent Call of Duty chaque année, et c'est le même chaque année. Pour le coup, c'est vrai. Maintenant, les gens font ce qu'ils veulent de leur argent, et je pense que personne n'est en position de dire quoi que ce soit par rapport à ça. Mais c'est sûr que c'est un triste constat, et on peut se dire que malheureusement, ça va peut-être pas en s'arrangeant. Et tant qu'on n'y met pas un stop, ou tant qu'on n'y oppose pas opposition, enfin qu'on ne fait pas opposition, les entreprises se gavent. Maintenant, tout ce qui sert, hein, tout ce qui fonctionne, c'est l'argent. Donc c'est l'achat de jeux vidéo, c'est les chiffres. On l'a vu avec Ubisoft. La seule façon de punir une entreprise qui fait mal son taf, c'est de passer son tour, de ne pas acheter. Ça s'est passé avec Battlefield 2042, ça s'est passé avec de nombreux jeux Ubisoft, ça s'est passé avec Skull and Bones, ça s'est passé avec le mouvement Stop Killing Games. Et nous aussi, au final, on a des moyens de décision. Parce qu'on dit souvent que les gens votent 3 fois par jour, à chaque repas. À chaque fois que vous faites un achat in-app, à chaque fois que vous achetez un jeu, vous avez aussi un pouvoir de décision, de cautionner ou d'accepter ce que l'entreprise fait ou ne fait pas. Bref, c'est un débat qui regarde tout à chacun, mais qui est intéressant. Bon bref, sans surprise, je vous reprends parce que ma caméra s'est éteinte, était en surchauffe. Donc bon, je disais on parlait que les joueurs ne formaient pas une communauté qui était hétéroclite. Mais c'est aussi ce qui fait un peu toute la beauté du jeu vidéo, et je pense qu'on a plein de choses, plein de genres à tester, plein de types de jeux à faire. Maintenant, il faut qu'en tant que consommateur, aussi on arrive à se saisir de certains sujets pour nous les approprier et ne pas laisser ça... pas uniquement laisser le processus de décision aux constructeurs, aux éditeurs, qui restent des entreprises, comme je dis, et qui sont majoritairement greedy. Donc, après, dans tous les cas, on a le marché de notre côté, parce que ça a toujours été comme ça, en fait. Pour qu'il y ait un produit, il faut qu'il y ait des acheteurs. Maintenant, ces entreprises, elles savent capitaliser sur du marketing qui est bien souvent agressif, et puis voilà, il faut pas se leurrer, hein. FIFA aujourd'hui, c'est bien plus un effet de mode qu'un très bon jeu de foot. Je pense qu'il y a des gens qui achètent des FIFA tous les ans parce que ça fait des années qu'ils achètent des FIFA tous les ans, et que la chose ne sera pas remise en question. Donc tous les ans, EA toucherait son billet de 80€, et c'est le cas pour des millions de joueurs à travers le monde. Tant que les joueurs en demandent pas plus, malheureusement, ils resteront, ils obtiendront un jeu moyen. Et en somme, on peut dire qu'au final, c'est aussi un peu la faute des joueurs de ne pas mettre suffisamment la pression sur le studio pour faire un meilleur jeu. Mais bon, ça c'est un peu pareil, pas seulement dans le jeu vidéo, hein, c'est pareil dans la musique, dans le cinéma, et puis dans le monde de la consommation en général. Ce qu'on mange, comment on s'habille, les voitures qu'on roule, bref, c'est un vaste sujet. En tout cas, le sujet du monde du jeu vidéo est un sujet grand, complexe, avec énormément de sujets et de sous-sujets à traiter. Je pense que ça peut être intéressant de se concentrer sur une seule et même chose plutôt que de parler du jeu vidéo en général. Mais c'est sûr que tous les scandales qui se sont passés, tout ce qui a été fait ces dernières années, ça aide pas à rapprocher les joueurs des studios. Et pourtant, contrairement à tout ça, il y a des studios, des plus petits studios qui arrivent à créer des surprises en faisant des excellents jeux, en ayant une excellente relation avec les joueurs. Je pense à Warhorse Studio, qui a produit KCD2,
KCD1, Kingdom Come Deliverance, KCD2 que j'ai adoré, que j'adore, que je suis en train de faire, que j'adore, et qui est un studio qui est capable de produire quelque chose avec assez peu de moyens, et enfin, en tout cas pas des moyens de blockbuster comme on aurait pu s'imaginer pour Skull and Bones. Aujourd'hui, quand on regarde Skull and Bones, c'est qu'on se dit on peut même pas débarquer, en fait c'est pas vraiment un jeu de pirate, enfin on reste cantonné à de la bataille navale dans 90% des cas, alors que c'était quelque chose qui existait déjà dans Assassin's Creed Black Flag. Le gameplay, moi quand je l'ai testé, était assez ennuyeux. On s'approchait des côtes et puis on récupérait des denrées avec des QTE, donc bon, je pense qu'à ce niveau on aurait pu faire Ubisoft aurait pu faire largement mieux, mais maintenant voilà, c'est aux entreprises de réfléchir aussi aux conséquences de leur choix. Malheureusement, les conséquences de leur choix et les pots cassés, c'est souvent les employés qui les payent, qui sont licenciés, parfois un peu brutalement. Mais malheureusement, c'est comme ça et ça restera toujours comme ça. On ne peut que soutenir les studios qui font autrement. Je pense au studio de Baldur's Gate 3, je pense au studio de Clair Obscur Expedition 33 il y a maintenant 2 ans. Je vous l'ai dit, il y a plein de studios qui fournissent des pépites, et pas forcément uniquement des studios indépendants. Il y a des gros studios qui arrivent à sortir des très bons jeux dans un respect des joueurs et un respect de la production. Et ça, on ne peut que les saluer. Et c'est pas parce que des studios s'associent avec de grosses marques et de grosses entreprises que ça crée forcément des dérives. Je pense à IO Interactive qui a fait 007 First Light. Je l'ai pas encore testé, je le testerai, on en parlera. On parlera des jeux que j'ai fait, des jeux que j'ai adorés, des jeux que j'ai moins aimés. On fera des vidéos un peu sur tout, que ce soit dans l'univers du jeu vidéo. Mais vous le savez, s'il y a d'autres vidéos qui vous intéressent, si la politique, si l'actualité, si le dev perso, l'entrepreneuriat vous intéresse, je pense que vous serez servi sur ma chaîne. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, ce que vous pensez de tout ça. Et si vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier, n'hésitez pas à me le dire également. Je pense qu'il y a plein de choses dont on peut parler qui sont extrêmement intéressantes, pas uniquement dans le jeu vidéo, mais le jeu vidéo, ça reste un milieu qui me passionne, et je trouve que c'est représentatif de notre société de consommation aujourd'hui. Donc on peut en faire plein de parallèles, et c'est pourquoi je prends le temps de détailler tout ça aujourd'hui. Bref, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous voudriez voir, et puis on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Toujours, j'essaie de poster à 18h tous les jours. Et puis passez une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau sujet.